On va là encore prolonger un peu notre réflexion et on va voir en quoi l'événementiel aide à la visibilité et à la promotion d'engagement citoyen très fort. Alors pour trois exemples, on va prendre trois exemples aujourd'hui. J'appelle pour nous aider donc à réfléchir à ces événements-là, pour prendre des exemples concrets de comment aujourd'hui l'événementiel vient favoriser la promotion d'initiatives citoyennes. J'appelle Florence 110. Est-ce qu'elle est là, Florence? Bienvenue, on peut l'applaudir. Florence, elle est la fondatrice d'une agence qui s'appelle Briser le plafond de verre et elle est membre de l'IWF, l'International Women's Forum, et on va parler avec elle égalité homme-femme, évidemment. Benoît Coucaud, bienvenue Benoît. Benoît, vous êtes conseiller auprès du maire de Bordeaux, vice-président de Bordeaux Métropole. Bonjour. Bonjour Benoît, installez-vous. Et vous êtes, et on va parler de Bordeaux Métropole 2050, et vous êtes l'ancien responsable de la communication de Bordeaux 2050. Enfin, Kader Sitayeb, bienvenue, on peut l'applaudir. Kader, il est délégué général de World Skills France. Installez-vous. Bonjour. Et là, on va parler apprentissage et promotion des métiers. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous pour parler de l'événementiel comme élément de promotion des grands défis sociétaux. Florence, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre agence d'abord et puis aussi les missions de International Women's Forum? Alors bonjour à tous. Alors j'ai une agence en effet qui s'appelle Briser le plafond de verre, qui agit sur plusieurs niveaux pour aider les femmes à monter dans les hiérarchies et briser ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire ces frontières invisibles à la montée des femmes dans les hiérarchies, mais également qui agit aussi pour le leadership, que ce soit pour les hommes et les femmes, et pour tout ce qui est prise de parole en public en particulier, puisque j'ai 20 ans d'expérience comme journaliste et dans l'audiovisuel. Parallèlement, je me suis toujours passionnée pour l'accompagnement des talents, donc c'est ça qui m'anime, c'est pousser les gens à identifier leur singularité et à oser l'incarner, parce que je crois profondément que notre singularité est la clé de notre succès. IWF, c'est donc une association de femmes dont je fais partie, de femmes influentes. C'est 7000 femmes à travers le monde, sur 6 continents, dans 34 pays. En France, nous sommes 200. Lucie Desjonquières est la présidente, elle est aussi chasseur de tête, elle a créé aussi Femmes au cœur des conseils, où elle pousse justement les femmes à rentrer dans les conseils d'administration. Que vous dire de plus? Nous venons d'ouvrir une antenne à Lyon, bientôt il y aura une antenne à Strasbourg et à Lille, et on serait ravis d'en avoir une en Nouvelle-Aquitaine évidemment. À Bordeaux. Voilà. Alors, on va parler des assises de la parité qui a été organisée il y a quelques jours à Paris, le 20 juin à Paris, à la salle Pleyel. Pourquoi avoir décidé de lancer cette initiative et donc de prévoir un événement pour promouvoir cette parité? Alors, comme dans toute association, il y a souvent un événement fort annuellement. Et donc là, c'était notre événement fort. Et ça part d'un principe, moi c'est pareil dans tout mon travail, c'est de travailler l'inclusion. C'est-à-dire, c'est bien qu'il y ait des associations féminines, mais on va faire bouger les choses ensemble, les hommes et les femmes ensemble. La place des femmes n'est pas que l'affaire des femmes, en fait, dans cette société. Et donc, on a réussi ce pari d'avoir 40% d'hommes, et en grande partie des grands patrons qui étaient là. On avait plus de 900 personnes dans la salle Pleyel pour débattre. On avait 2 ministres, Marlène Schiappa et Agnès Pannier-Runacher. J'écorche toujours son nom, notre ministre de l'Industrie, Agnès Pannier, voilà, Agnès Pannier. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser les hommes aux frontières que pouvaient rencontrer les femmes, et surtout les inciter à faire monter les femmes, puisqu'on se rend compte, voilà, ces facteurs de performance, non seulement c'est de toute façon un combat social, moral, égalitaire, mais en plus c'est facteur d'une meilleure performance pour les entreprises. En quoi un événement, ça vient soutenir cette démarche-là et cet objectif-là très louable?
en quoi l'événement il est spécifique, enfin quelle est la place de l'événement dans votre stratégie de visibilité à IWF? Un événement comme ça nous a valu des passages au JT de certaines chaînes de télévision, beaucoup de presse. On crée ensuite un club de nos partenaires. On a des marraines ensuite qui vont aller dans les sociétés partenaires qui veulent justement qu'on les conseille. Parce que souvent, c'est pas parce qu'on a des patrons qui sont des gros machos que ça ne se passe pas. C'est souvent en fait une ignorance de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir en tant que femme. Et donc, c'est leur expliquer ça. Vous savez, la notion de plafond de verre, elle vient d'un film d'Elia Kazan, dans les années 40, qui s'appelait Le Mur Invisible. Et Gregory Peck jouait un journaliste new-yorkais à qui on demandait de faire une enquête sur la situation des Juifs à l'époque aux États-Unis. Et il s'est dit, c'est difficile, comme je ne suis pas juive, de le dire, donc il s'est fait passer pour juif pendant 8 semaines. Et là, il a observé que plus personne ne le regardait de la même façon. On n'acceptait pas de lui les mêmes choses. Même sa fiancée changeait un petit peu de comportement avec lui. Et donc, il s'est rendu compte que tout ce qu'il pouvait faire avant était devenu différent. Et je dis souvent aux hommes, si tout d'un coup, vous vous mettiez dans la peau d'une femme, vous verrez qu'on vous regarde différemment, qu'on vous adresse la parole différemment, qu'on vous propose d'autres choses, ou qu'on ne vous propose pas ces choses-là. Et donc, c'est sensibiliser aussi pour une meilleure compréhension des uns et des autres, parce que c'est pareil, nous aussi, en tant que femmes, on ne peut pas non plus comprendre ce qu'on peut ressentir un homme. Donc c'est important d'avoir ce genre d'événement pour justement échanger sur nos différentes conceptions. Moi j'ai une question à vous poser en tant que femme. Vous parlez du plafond de verre, c'est un usage dans le vocabulaire aujourd'hui, dans le spectre féminin, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont menées, je dirais, sur le socle, c'est-à-dire ces jeunes filles qui sont aujourd'hui dans l'enseignement? On voit bien que le ministre Blanquer a développé tous les systèmes d'oralité dans les nouveaux programmes scolaires. Est-ce que votre association, ou peut-être d'autres d'ailleurs, s'intéresse à ces jeunes filles qui aujourd'hui sont en format pédagogique, éducatif, pour faire en sorte que justement dans les postures à prendre dans le cadre professionnel, elles aient plus d'aisance et que cette combinaison homme-femme puisse être plus fluide que parce que nous, on a pu connaître dans notre génération. Enfin, là, c'est la rencontre au service de la formation. Oui, voilà, la formation. On fait beaucoup de choses. Nous, notre génération, on a cru à 20 ans que c'était bon, que nos mères et nos grands-mères avaient fait le boulot, on avait le droit de vote, on pouvait faire des grandes écoles, et donc on a cru que c'était bon. Et moi qui ai fait Sciences Po, à l'époque, il n'y avait rien de spécial pour les femmes. Et aujourd'hui, j'interviens à Sciences Po justement dans des modules pour sensibiliser les femmes aux frontières qu'elles vont, aux freins qu'elles vont rencontrer, aux freins externes comme aux freins internes d'ailleurs, parce qu'on a intégré beaucoup de choses et on s'auto-limite nous-mêmes. Donc, j'interviens en Polytechnique, j'interviens dans plusieurs écoles, et il y a plein de femmes qui interviennent aussi, que ce soit au primaire, c'est surtout quand même dans le secondaire, pour pousser les femmes à aller faire des écoles d'ingénieurs par exemple, mais on n'y arrive pas pour les écoles d'ingénieurs. Je suis intervenue à l'école 42 et je leur ai dit, mais si vous voulez avoir des femmes, il faut peut-être un peu modifier le contenu de vos cours, modifier quand on rentre, tout est noir, il n'y a que des codes masculins, on rentre, il y a une photo de femme nue à l'accueil, alors c'est très sympa, il y a un bar à skate, etc., mais tous les codes sont masculins. Et il n'y a que des cours de code. Et je leur ai dit, si vous voulez avoir des femmes, il faut peut-être aussi mettre des cours de sciences humaines, surtout qu'aujourd'hui on est à la croisée des sciences. On sait que l'intelligence artificielle, ça pose énormément de problèmes sociétaux, humains, etc. Et ils m'ont dit, ah ben non, nous, c'est que des cours de code et c'est tout. Donc, tant qu'aussi on ne réfléchira pas à ces formations, comment faire pour attirer les femmes, elles n'auront pas forcément envie d'y aller plus. Est-ce que vous pensez qu'un événement peut faire avancer vos sujets, une multiplication d'événements? Est-ce que des dispositifs événementiels, des projets de faire se rencontrer les gens, vous avez parlé des assises de la parité des hommes et des femmes, mais vous avez d'autres initiatives, la rencontre que vous faites à destination, est-ce que vous pensez que cette rencontre-là, elle peut faire avancer vos sujets? Oui, énormément. Alors là, je vais vous parler d'une expérience personnelle parce que j'ai aussi ma propre association dont je suis présidente, qui est le Media Club L. On réunit plus de 900 professionnels de l'audiovisuel pour plus de parité dans les médias. Et là, par exemple, c'est une association qui a 2 ans et j'ai organisé des trophées Media Club L à l'Assemblée nationale en février dernier. Ça a été un énorme succès. On avait comme présidente d'honneur Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions.
On a primé, on avait un prix d'honneur pour Muriel Robin, pour son rôle dans Jacqueline Sauvage. On a primé des gens de différentes générations, des jeunes. On a fait entonner toute l'assemblée Allons aux enfants du Clito par Dora Muto qui a son compte Tajoui. Richard Ferrand, il m'a dit, mais vous avez dépoussiéré l'Assemblée, revenez quand vous voulez, donc on le refera l'année prochaine. Et voilà, on a pleuré, on a ri, on a vraiment généré de l'émotion. Et depuis que cet assaut est créé, on sent que ça fait vraiment bouger les choses dans les médias. Et qui est un domaine où il y a beaucoup de femmes, mais très peu en haut, et qui est compliqué pour les femmes. Donc oui, ça a de l'effet. Merci de cette première intervention. Oui, dans la parenthèse que je voulais juste dire, c'est que j'ai regardé le dernier rapport de Unimev. Il y a une féminisation très forte dans notre secteur d'activité. Donc vos associations, elles sont très louables parce que ça peut permettre aussi à beaucoup de nos professionnels de l'événement de s'impliquer plus dans ce type de réseau. Après, il y a beaucoup de femmes dans l'événement, il faut voir où sont les femmes au top niveau. Oui, c'est ça. Enfin, si je prends juste un petit exemple, parce que j'ai fait une étude récente, 85% des chefs de projet en événementiel sont des femmes aujourd'hui. Quand vous regardez sur les 70 agences membres de l'association L'événement, il n'y en a que 22 où elles sont à un poste de direction. Donc à un moment donné, c'est comment on arrive à promouvoir la compétence féminine en France, qui est réelle au début de la notion de chef de projet. Voilà, il faut faire progresser tout ça. En France, on a 60% des diplômés Bac plus 5 qui sont des femmes. Et seulement 17% des postes de direction sont occupés par des femmes. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Briser le plafond de verre, pour justement pousser les femmes à dépasser aussi leurs propres freins, avec des conseils très pratiques. Merci. Benoît. Donc là, on va parler un peu mobilisation des citoyens, avec Bordeaux Métropole 2050. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette opération événementielle presque de Bordeaux Métropole 2050 ? Tout d'abord, vous remercier de votre invitation, remercier l'Unimev de sa présence à Bordeaux. Il y a quelques années, enfin maintenant très longtemps, on parlait de Paris et le désert français. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais on a tendance à parler des métropoles et du désert français. C'est un petit propos introductif que je voudrais en tout cas pointer, puisque vous êtes des professionnels, donc je ne vais pas vous expliquer le métier de l'événementiel. Néanmoins, c'est important que des événements comme celui-ci, effectivement, s'inscrivent sur le territoire, que ce soit dans les métropoles, mais aussi au-delà et dans les territoires. J'ai entendu parler tout à l'heure un peu des Gilets jaunes. Je ferai un parallèle. Et je serai peut-être un peu politique, vous ne m'en excuserez pas, parce que tout simplement c'est mon métier, donc je ferai un petit parallèle avec notre mission. Moi, mon métier, c'est d'interrompre les propos politiques. Non, mais j'en parlerai tout à l'heure, en fait, quand on parlera du fond de Bordeaux Métropole 2050. Voilà. Donc, j'ai été effectivement responsable de cette communication, de cette grande mission, qui a été pilotée par une femme, Michèle Larue-Charlu, qui était chef de cette mission, après avoir été directrice générale de l'aménagement dans l'équipe d'Alain Juppé, que j'ai moi-même occupé. J'ai occupé le poste de conseiller en communication auprès d'Alain Juppé depuis 2010. Et donc, lors d'un moment en fait d'un rituel, on va dire en politique, une conférence de presse, Alain Juppé, en septembre 2017, a conscience qu'on arrive sans doute à la fin d'un cycle à Bordeaux, après trois projets urbains plus précisément, de 95 et qui se termine là sur 2020, et Alain Juppé a cette nécessité de se re-questionner en tout cas sur les grandes politiques qui ont été menées à Bordeaux, les politiques de mobilité, les politiques d'aménagement. L'attractivité de Bordeaux a été très forte depuis maintenant 10 à 15 ans, et on voit aujourd'hui un certain nombre d'effets négatifs, il faut le dire, comme toutes les grandes métropoles. Le sujet de la mobilité en est un. Néanmoins, Alain Juppé a cette idée en septembre 2017 de dire on va lancer une grande réflexion. Alors ce ne sera pas un programme politique pour l'élection municipale de 2020. Ça s'est vérifié depuis, puisqu'il nous a, entre guillemets, il a quitté Bordeaux, mais il a voulu lancer une démarche œcuménique à l'échelle de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, un événement en tant que tel sur une métropole comme Bordeaux n'a de sens que si elle est effectivement portée à l'échelle métropolitaine par les 28 maires. Donc dans la mesure où il s'agissait d'un événement public, avec des deniers publics, il n'était pas question de faire quelque chose de centré sur la ville-centre ou sur d'autres communes, mais c'est d'avoir une démarche partagée avec les 28 communes de la métropole. L'objectif, c'était quoi l'objectif? C'était encore une fois réunir
des idées, se projeter sur la métropole bordelaise en 2050, et on fait un appel aux citoyens pour ça. L'objectif, il a été de dire, aujourd'hui, on est amené à réfléchir sur comment on vivra dans 5 ou 6 ans. Les entreprises ne voient pas beaucoup plus loin, et c'est normal, elles ont des contingences économiques et une nécessité vitale, enfin c'est la survie de l'entreprise. Néanmoins, le collectif est là, et je crois que le titre c'est comment l'événement peut porter. Moi je crois pouvoir dire qu'une collectivité, c'est pas peu, mais doit. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de la collectivité de se projeter, de rêver aussi, mais de se dire comment on va bouger en 2050, comment on va se former en 2050. Et avec peut-être un élément qu'on a sans doute un peu modifié au gré de la démarche de la mission, ça a été de dire non pas pour impliquer les citoyens, comment on sera en 2050, mais qu'est-ce qu'il faut changer tout de suite maintenant pour relever les défis de 2050 et même de 2040 ou de 2030. Enfin, on sait que les défis sont devant nous et tout de suite, enfin, c'est immédiat. Donc cette démarche, elle a impliqué 120 000 personnes au final, sur 13 mois de participation, avec un certain nombre d'événements à la fois grand public, des événements professionnels. Les événements vous ont aidé à recueillir tous ces... Oui. Alors comment quel type d'événements vous avez organisé? On a, dans une première phase, on a mis en place à l'échelle des 28 communes ce qu'on a appelé un camion du futur, alors, qui n'avait rien de futuriste parce que c'était une estafette absolument pas écologique. Néanmoins, les deniers publics étant ce qu'ils sont, on a fait dans le recyclage et le plus important c'est cela, c'est qu'on avait une équipe de jeunes urbanistes géographes qui allaient au devant en fait des citoyens sur les marchés. Donc on a fait ça c'était très laborieux, mais en même temps le public est là sur les marchés le mercredi matin, le jeudi matin et le samedi, et ces géographes sont allés questionner très directement et sans filtre le citoyen, sans politique, le citoyen sur ce qu'ils attendaient, sur les attentes. C'est un premier axe sur la démarche citoyenne. On a eu une démarche auprès d'une mise en mouvement et un éveil aussi des professionnels et de 12 secteurs, dont le secteur du tourisme, le secteur industriel, le secteur de la santé, avec des questionnaires menés par l'IFOP de manière très sérieuse, ce qui nous a permis de dresser un panorama en fait de ce qui était des attentes, des attendus. Et alors, il faut bien le voir aussi à l'échelle de la métropole. Cette métropole s'est construite depuis maintenant une 50aine d'années avec des centres de commandement sur une rive gauche assez forte, très forte même. Ce palais des congrès en est un exemple, il se situe sur la rive gauche. Et la rive droite a toujours été, les 12 communes de la rive droite, ça change un peu, il y a un certain nombre de centres de commandement, notamment culturels. On a un centre, je vais citer, c'est un concurrent, oui, mais le CEB m'excusera volontiers. On a le Rocher de Palmer, qui est une salle culturelle, et une salle aussi événementielle, qui est une très très belle salle, et qui accueille sur la rive droite des événements. On a notamment fait un événement Bordeaux Métropole 2050, ici même au CEB, mais aussi au Rocher de Palmer. Et on a eu très rapidement cette idée de créer des grandes rencontres de la rive droite et d'y associer en fait les 12 maires et toutes les parties prenantes de cette rive droite. Donc il y a eu cette idée derrière les événements d'avoir véritablement une logique territoriale. Les événements il y a une équité territoriale, c'est-à-dire que les événements étaient équitablement répartis. On a eu 7 grandes conférences en conclusion avec des grands témoins. L'idée c'était d'amener des grands témoins, ce qu'on voit. Ce qu'on voit à la télé, le vu à la télé au plus près des citoyens, ce qui nous a permis de capter entre 700 à 800 personnes pour chacun de ces événements, avec Jean-Michel Blanquer était présent, Cédric Villani était présent. Et le next c'est quoi? Parce que l'opération là elle est terminée. L'opération est terminée. Alors l'événementiel dans le secteur public, si dans un premier temps il n'est pas pleinement mené par le politique, il a assez peu d'intérêt. L'implication de l'élu, elle est importante. Et pour ça, on avait un comité de pilotage dans lequel les élus étaient parfaitement impliqués et les maires étaient pleinement mobilisés. C'est important quand il y a des temps de rencontre avec les citoyens, le premier les conseillers sont dans l'ombre, alors ils ont rarement l'habitude de prendre la parole en public, mais nous on est là effectivement pour guider et pour orienter, et le politique est là pour décider. Donc il y a un certain nombre de démarches et d'actions qui ont été portées, 2400 actions et propositions concrètes, 400 ont été sélectionnées par les élus, passées au filtre aussi du sérieux. Avec 4 scénarios proposés sur le développement de la métropole d'ici à 2050, et les élus sont très clairement amenés à se positionner sur ces scénarios.
et à prendre des décisions à la fois tout de suite maintenant et aussi programmatiques dans le cadre des projets à venir. Le maire de Bordeaux, pour parler de lui, parce que c'est aujourd'hui mon patron, a annoncé 2 mesures phares qui découlent directement de cette démarche Bordeaux Métropole 2050. La requalification des boulevards et la végétalisation de la ville, qui aujourd'hui, on le sait historiquement, est une ville minérale et dont on sait aussi pertinemment que les îlots de fraîcheur sont une attente des citoyens et c'est un élément qui est ressorti de la démarche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le décideur est au final pleinement impliqué. Je vais faire le lien avec les Gilets jaunes parce que cet événement a eu lieu pendant cette période-là des Gilets jaunes. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, tout simplement pour vous dire que l'événement, alors encore plus dans la sincérité de l'événement public, et je crois qu'il y a l'impérieuse nécessité de lutter contre la médiocrité. J'ai vu ce terme tout à l'heure dans la présentation qui a été faite en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tendre vers de la qualité et amener les citoyens à se porter sur des sujets d'excellence. C'est-à-dire que l'excellence n'est pas un gros mot, et il faut amener les citoyens vers l'excellence. Et je fais le pendant encore une fois avec les Gilets jaunes. Sur quoi a pu déboucher les Gilets jaunes? Je pose cette question. Et on n'y répondra pas. Et on n'y répondra pas. Néanmoins, je voulais vous dire tout simplement que nous, notre mission, ça a été d'amener effectivement un certain nombre de questionnements et d'amener les citoyens à se poser des questions et à y apporter des réponses concrètes. Maintenant, la balle est dans le camp des élus pour que tous ces travaux qui ont été recueillis au sein des événements ne tombent pas dans... ne restent pas dans une armoire fermée à double tour. Exactement. Merci de ces explications. Comment mobiliser des citoyens grâce à un dispositif événementiel. Kader, bonjour. Donc vous êtes délégué général de World Skills France. Qu'est-ce que c'est Petite présentation orale et puis après on voit un film. Bonjour à tous. World Skills France est une association loi 1901 qui existe depuis 30 ans et qui s'occupe de gérer les Olympiades des métiers, qui est un concours de métiers, une compétition, membre du réseau mondial World Skills qui existe depuis 70 ans, qui a pour objectif de valoriser les métiers, les jeunes qui les pratiquent, les filières de formation professionnelle, par justement l'organisation d'une compétition de métiers ouvert au public. International, donc bien sûr des compétitions nationales et puis après aspirer des compétitions sportives dont le seul critère pour participer est l'âge. Il faut avoir moins de 23 ans. Est-ce qu'on peut regarder le petit film ?
pourquoi avoir choisi, oui, c'est tout à fait, moi je suis passionné quand je vois ça. Pourquoi avoir choisi l'événementiel pour promouvoir toutes ces excellents... C'était déjà à l'origine, lors de la création du mouvement WorldSkills dans les années 50, c'était de montrer les métiers au plus grand nombre, aux jeunes, sortir les métiers sur la place publique, donc de pas faire venir des jeunes dans des établissements pour leur montrer le métier, mais de sortir les métiers, de les mettre dans des endroits ouverts au public, de montrer des jeunes qui pratiquent ces métiers dans l'excellence avec la passion, et pour cela, il fallait que ce soit lié à des événements. Donc c'est pour ça qu'en France, on organise nos finales nationales tous les 2 ans, partout en France. Et après, les meilleurs vont en Europe. Et Exactement. Les meilleurs on s'inspire des codes du sport, des sélections régionales, une grande finale nationale, et ensuite on a une compétition soit européenne, soit mondiale. Les images, vous avez vu des jeunes de l'équipe de France qui étaient à Abu Dhabi il y a 2 ans, et qui ont donc participé à cette compétition mondiale qui réunit à peu près 80 pays. Est-ce que vous pensez que grâce à ces événements-là, grâce à ces événements qui rendent visibles des métiers, vos sujets à vous, ils avancent, ils gagnent en visibilité ? En tout cas, c'est le créneau que nous avons choisi. Il y a beaucoup d'organisations qui souhaitent justement faire la promotion des métiers, attirer les jeunes vers les métiers. C'est une cause nationale. S'il n'y a plus de jeunes dans nos centres de formation, si on n'a plus de jeunes pour devenir maçon, électricien, roboticien, coiffeur, etc., on aura des problèmes au niveau économique en France. Donc nous, notre créneau, c'est de changer l'image des métiers en utilisant l'événement, c'est-à-dire en scénarisant les métiers, en créant de l'émotion autour de ces compétitions, des cérémonies aussi qui ont lieu, qui apportent justement ce côté, on va dire, live. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour progresser dans les formats, pour progresser dans les contenus, vous l'avez puisque c'est la compétition, mais pour progresser dans les formats et donc être plus impactant? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? D'être encore plus présent sur le territoire français. Voilà, même si le mouvement existe en France depuis une 30aine d'années de manière structurée, il nous faut nous développer, il nous faut attirer plus de jeunes, il faut créer beaucoup plus d'événements. Alors on s'associe beaucoup avec les pouvoirs publics, on travaille beaucoup avec les conseils régionaux qui avaient en charge l'apprentissage jusqu'à la réforme récente. Maintenant, c'est de trouver un nouveau modèle qui nous permet justement de déployer tous nos événements de manière annuelle, de manière aussi fréquente, afin que les gens se rappellent et qu'on change les mentalités. Pour nous, c'est important. C'est de changer les mentalités, les parents, les professeurs, les prescripteurs, leur montrer que aller dans ces filières de formation, c'est aussi noble qu'aller dans des écoles de commerce, d'ingénieurs, l'université. Il y a des métiers, des filières qui embauchent et qui ont besoin de jeunes. Vous m'aviez dit aussi, alors là, si je reviens à l'événement intrinsèque, vous m'aviez dit aussi dans la préparation que il y avait une question aussi de scénarisation, de donner un côté un peu plus spectaculaire encore au... On a des marges de progrès. Il faut savoir qu'un événement comme la finale nationale, c'est 40 000 m². On l'a organisé ici à Bordeaux il y a 2 ans. Une finale mondiale, c'est 150 000 m². C'est important qu'on arrive à mieux scénariser les métiers. Il y a des métiers qui sont visibles, aller voir un cuisinier, aller voir une coiffeuse. Par contre, il y a des métiers, c'est un vrai challenge de montrer un fraiseur, de montrer un soudeur. Et pour ça, on a besoin justement de travailler avec des professionnels de l'événementiel, de la communication, pour arriver justement à mieux scénariser les compétitions. On a un côté formel, c'est une compétition avec des règles, avec une gérification. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a du public, il y a 70 000 visiteurs qui viennent, beaucoup de jeunes, donc il faut aussi trouver des codes qui parlent à ces jeunes de 14-16 ans qui viennent découvrir des métiers. Alors on a vu, la dernière image c'est Lyon 2023, un autre grand événement qui va avoir lieu en France. Tout à fait. L'événement... un petit mot sur ce Lyon 2023. L'événement donc international a lieu tous les 2 ans, les années impaires. Nous serons en Russie dans 1 mois et demi. Nous étions à Abu Dhabi, nous serons à Shanghai en 2021. La France s'est portée candidate pour accueillir la compétition mondiale 2023 sous l'impulsion du président Macron. Nous sommes en lice face au Japon. C'est un événement... vous êtes encore en compétition? Exactement. La décision se fera le mois prochain. Donc on est toujours en période de lobbying international avec toutes les ambassades françaises mobilisées. Un peu comme sur les JO en format plus modeste. C'est vraiment une cause nationale. On souhaite accueillir cet événement pour accompagner aussi la réforme en cours, la réforme technique, mais la réforme culturelle, la réforme vraiment de mentalité, de rendre des lettres de noblesse à ces métiers. Voilà, là on a un très bel exemple, encore une fois, d'événements au service de défis sociétaux majeurs. Une question un peu à vous trois.
aujourd'hui, il y a une question de vous avez un peu la question des financements. Et alors la question du financement des événements, puisque c'est ce qui nous intéresse. Vous n'êtes pas des organisateurs au sens strict du terme. Tout ça nécessite bien évidemment d'aller chercher des ressources pour financer ces moments de visibilité, ces moments de rencontre, ces moments de progrès de défis sociétaux majeurs. Comment vous faites aujourd'hui? Comment on peut améliorer le financement de vos initiatives? À quoi vous êtes un peu... voilà, comment vous faites, quoi? Vous frappez à toutes les portes? Est-ce que... Le public, le privé Moi, j'ai frappé déjà autour de moi mes connaissances, parce que je me suis rendu compte, par exemple, quand j'ai eu l'Assemblée nationale pour les trophées dont je vous parlais, j'ai eu la réponse 3 semaines avant l'événement. J'avais un autre lieu qui était gratuit et ils ne payaient pas le buffet. Et il y avait 6 adresses de traiteurs et les traiteurs sont extrêmement chers à l'Assemblée nationale. J'avais 400 invités. Et je me suis dit, mais je n'ai pas le budget, j'ai rien, j'ai une association, j'ai pas d'argent. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais l'Assemblée, tu refuses pas, t'acceptes, on verra, on trouvera l'argent. Et moi qui n'ai jamais cherché de l'argent, mais en 15 jours, je me suis dépassée en fait. Ce que j'aurais jamais fait pour moi, je l'ai fait pour la cause. Je voyais une personne d'Engie, ça fait 1 an que je devais la voir, et je suis arrivée, je lui ai dit, voilà, j'ai l'assemblée pour cet événement, je ne sais pas comment faire, je la voyais pour autre chose, et on a discuté, puis à la fin du repas, elle m'a dit, ton dossier là, tu peux me l'envoyer? Et puis le lendemain, elle m'a envoyé un texto en me disant, passe un bon week-end, c'est bon, je te finance une partie du... Je ne la connaissais pas, hein, c'est la première fois que je la voyais. Mais en fait, c'est en parler à tous les gens qu'on voit, oser, parce que... On est encore dans le système D, hein. Ça, c'est du système D. Après, pour la salle Playel, pour IWF, on avait l'agence EPOCA, on avait des contacts avec des grands patrons comme Atos ou d'autres. Et là, donc là, on est plus dans des partenariats privés. Des partenariats d'entreprises. Mais là, ce qui a été assez étonnant, c'est qu'il y a des gens qui ont promis, par exemple, de donner 50 000 €, et les 50 000 se sont changés en 5 000. Donc, entre les promesses aussi et ce que réellement les gens vous donnent à la fin, il faut aussi être vigilant. Alors, on est dans... Kader? Nous aussi, c'est beaucoup sur le sponsoring. Alors, l'événement va drainer les sponsors. C'est aussi pour ça que ce modèle fonctionne. On a bien sûr des financements publics, mais toutes les machines que vous avez vues, tous les équipements, c'est apporté par l'industrie. Et ça, c'est valorisé. Pour nous, c'est important parce que les métiers doivent se réaliser en situation réelle de production avec des équipements qui sont utilisés dans les industries. Et quelque part, c'est leur responsabilité, ce sont leurs métiers. Donc on leur dit, voilà, venez chez nous, vous êtes partenaire, vous avez aussi une visibilité, mais quelque part, vous venez défendre votre métier. Un budget de compétition mondiale, c'est 90 millions d'euros. Il nous faut financer ça aussi par moitié par les entreprises qui seront partenaires d'ici 2023, et bien sûr le format événementiel avec sa visibilité, avec son visitorat, avec les médias présents sera forcément un levier important dans la démarche de sponsoring. Alors, dans un environnement où les budgets publics sont de plus en plus serrés, est-ce que des initiatives Bordeaux 2050, on en reverra dans 5 ou 10 ans parce que ça coûte, ça, évidemment. Alors, tout d'abord, cette mission a été dotée d'une enveloppe assez conséquente, d'1 million d'euros pour 13 mois. Alors c'est beaucoup et en même temps ça va très vite. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre dans le métier de l'événementiel. Quand on multiplie les événements, on s'est fortement appuyé sur des compétences internes. On a fait appel à des compétences externes, bien évidemment, pour tout ce qui était lié à l'événement. Après, le public aujourd'hui se tourne très facilement et très, très utilement vers le privé, pas uniquement pour du cofinancement, mais aussi pour une créativité et d'amener un certain nombre d'événements que le public n'a pas nécessairement l'habitude d'amener dans des sphères administratives et aussi politiques. Je prends un exemple concret, le groupe La Poste a une politique ambitieuse en matière de logistique urbaine, du dernier kilomètre, etc. Et on a été amené à monter avec La Poste, enfin plutôt c'est La Poste qui a pleinement monté cet événement, un créaton. Donc on a multiplié ces événements sous forme un peu d'îlot, on va dire, avec des publics cibles qui nous étaient amenés par le privé. La Poste a été partenaire. On a également Engie, Suez, bref, toutes les grandes entreprises ont été mobilisées, mais pas uniquement sur du cofinancement, surtout pour de la matière grise, parce que ce dont on s'aperçoit dans le secteur public, et je pense que dans les années futures, ça va être un élément qui va être très important dans l'événementiel de public-privé au final, c'est que la compétence, elle est certes dans l'administration et dans l'État central, dans les collectivités,
mobilité, etc., dans l'ingénierie de projets publics, mais elle est aussi et beaucoup dans nos entreprises privées. Quand on parle de mobilité ou de nouvelles solutions de mobilité, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui les compétences, elles sont dans le privé. Elles sont dans des grands groupes. Quand on fait venir pour une grande conférence le numéro 3 de Renault qui vient nous expliquer, on va dire, quelles sont demain les nouvelles solutions de mobilité, ou quand la SNCF vient nous parler de ses projets, bon voilà, c'est là qu'on a aussi des compétences. Donc quand je vous écoute, il faut aussi réinventer un nouveau modèle de partenariat public-privé pour pouvoir financer des événements et pour pouvoir faire avancer vos causes respectives. Oui, et pas uniquement pour le financement, je crois que c'est une question pour le contenu, quoi, aussi. De contenu. C'est une question, comme tout à l'heure, je parlais d'amener vers, de lutter contre la médiocrité. J'étais volontairement provocateur. Néanmoins, je pense qu'on peut aujourd'hui, avec une belle alliance entre le public et le privé, et je crois que c'est le cas aussi dans la formation, je crois que les entreprises sont pleinement aujourd'hui tournées vers le collectif. Il n'y a pas d'îlot, enfin, on travaille tous ensemble, et les défis qui sont face à nous, c'est des défis, l'inclusion, les défis environnementaux, on y est tous. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé, quoi. On y est tous mobilisés et on doit tous se mobiliser. Le souci, c'est que les entreprises sont quand même très très sollicitées. Et donc on voit que quand on rentre dans, je sais pas, quand on arrive à toucher une fibre un peu, l'émotion notamment, ou un intérêt civique, voilà, c'est des relations de personnes aussi en fait, parce qu'elles sont très très sollicitées. Il n'y en a pas tant des grands groupes voilà, qui font des partenariats en France, et donc c'est pas facile. Donc en effet, il faut se réinventer pour trouver comment on va les intéresser autrement que vous aurez une visibilité, vous aurez machin. Elles s'en fichent un peu, tout le monde leur mais propose. Faire participer au contenu est peut-être effectivement une solution. Oui. Et leur proposer des événements pour eux aussi, par exemple. Oui. Il y a les grands groupes, mais il y a aussi à l'échelle locale des entreprises, des PME, des TPE, des ETI qui sont aussi très volontaristes et qui veulent s'engager. À l'échelle d'un territoire comme Bordeaux, on le sait, on le sent, on le voit, on s'appuie sur eux en fait. Il y a les grands groupes, mais il y a aussi un tissu économique de sous-traitants qui a le souhait de s'engager socialement sur ces sujets-là de société aussi. Oui, c'est le cas pour nous. On a plus de 200 entreprises sur une filiale nationale. Des gros groupes, oui, mais aussi beaucoup de PME, beaucoup justement de mécénat de compétences, de prêts de matériel, qui est aussi valorisé. Mais c'est important. C'est, encore une fois, c'est aussi de la responsabilité des entreprises de participer justement à ce genre de projets qui sont des causes. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de vos interventions. On peut applaudir nos... Voilà, on peut... Moi, je retiens qu'aujourd'hui, les grands enjeux sociétaux ont trouvé avec l'événementiel un moyen d'être visible,